On va parler d'un sujet important, qui est le sujet de la biodiversité. Alors c'est un sujet dont on parle très souvent, et quand on parle de la biodiversité, au moins dans les médias, c'est pour faire le constat que c'est un bien qui est, en fonction de la vision qu'on a des choses, en train de s'éroder, voire en train de s'effondrer. C'est extrêmement étudié avec tout un tas d'instances internationales qui travaillent ce sujet-là. Et si, par exemple, on regarde les dernières études de l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, sur 50 000 espèces qu'ils ont étudiées, faire le constat que 20% de ces espèces sont menacées. On peut aussi faire le constat que 80% des insectes volants ont disparu, 35% des pollinisateurs ont disparu, 40% des espèces d'oiseaux des champs sont en voie de disparition. La liste pourrait être encore pléthorique. Et les plus alarmistes parlent même d'une possible 6e extinction d'espèces. Sachant pour mémoire, la dernière extinction d'espèces, c'était il y a 66 millions d'années. C'était les dinosaures. Donc, un discours autour de ces biodiversités qui est quand même relativement alarmant. Malgré tout, on est dans une filière, la filière des plantes à parfum aromatiques médicinales, qui est extrêmement riche de diversité. On a l'habitude de dire qu'on a un peu plus de 120 espèces qui sont cultivées. Si on prend les espèces de cueillette, on est probablement au-dessus des 300 ou des 400 espèces. Donc une richesse assez pléthorique au sein de notre filière et une richesse botanique qui génère aussi une richesse économique avec des marchés qui sont dépendants de cette biodiversité. Quand on dit qu'environ 70% des médicaments anticancéreux sont produits à base de plantes, c'est une illustration assez flagrante de l'importance de la biodiversité dans la filière des plantes à parfum aromatiques médicinales. Donc on va regarder aujourd'hui avec tout un tas d'acteurs qui sont représentés ici et que je remercie, en quoi la biodiversité peut être une richesse pour notre filière des plantes à parfum aromatiques médicinales. Et pour bien cadrer de quoi on veut parler aujourd'hui, je vais inviter notre première intervenante à s'installer au pupitre. Clémentine Dumez de la société Biosphère, qui va, en guise en fait d'introduction et de cadrage de la discussion, nous présenter finalement la biodiversité à l'échelle d'une exploitation agricole. C'est quoi? De quoi on parle? Ça représente quoi? Et donc permettre ainsi de cadrer les débats avant d'aller un petit peu plus loin avec les témoignages de différents acteurs. Donc Clémentine, c'est à toi pour une vingtaine de minutes d'exposé introductif. Ça marche. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, Biosphère, on est une entreprise qui accompagne les producteurs, les agriculteurs et les techniciens dans la transition vers l'agriculture régénérative ou agroécologie. Voilà. Et le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous faire un peu un portrait, une présentation de comment on caractérise la biodiversité à l'échelle d'une exploitation et aussi comment on va pouvoir, par différentes mesures, la mesurer et avoir un peu des métriques pour la mesurer à l'échelle de l'exploitation. Donc, je vais reprendre un peu ce que vient de dire Philippe. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de biodiversité à l'échelle agricole aujourd'hui, avec l'intensification des pratiques tant en termes de travail de sol, enfin, de machinisme que d'utilisation d'intrants de synthèse, pardon. On a eu une simplification des paysages agricoles et donc par cette simplification, on a eu une baisse des habitats et de la ressource disponible pour la biodiversité, donc ce qui a entraîné une baisse de la diversité et de l'abondance des organismes vivants. Une petite définition un peu générale sur qu'est-ce que la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est l'ensemble des organismes vivants, donc que ce soit la faune ou la flore, mais aussi tout le milieu dans lequel ces organismes évoluent et interagissent. Donc c'est vraiment l'interaction entre les organismes vivants et leur milieu. On peut définir 3 niveaux de biodiversité. Donc il y a la diversité génétique, par exemple, comme on l'a dit ce matin, pour une même espèce, par exemple le blé, on va avoir plusieurs variétés avec du coup une génétique différente. On va avoir la diversité spécifique et la diversité des écosystèmes. Et si on regarde à l'échelle de l'agriculture, donc de l'exploitation agricole, on va aussi retrouver
plusieurs types de biodiversité. Donc, il va y avoir la biodiversité cultivée, qui va être les variétés et les races qu'on va élever ou cultiver sur l'exploitation. La biodiversité fonctionnelle. Donc, la biodiversité fonctionnelle, c'est tout ce qui va rendre des services à l'agriculteur et à l'agriculture en général. Donc, on va avoir les pollinisateurs, il y a les ennemis des ravageurs, qu'on pourra appeler aussi les auxiliaires, et il y a tout ce qui est décomposeur. Et on a aussi la biodiversité patrimoniale. Alors, c'est une biodiversité qui n'a pas d'effet direct sur la culture, mais qui a son intérêt puisqu'elle permet de maintenir l'équilibre de l'écosystème qui est essentiel au maintien de la vie et des organismes vivants. Donc, on va avoir les espèces protégées, les espèces menacées et les espèces rares. Pour la suite de ma présentation, moi, je vais plutôt me focaliser sur tout ce qui est biodiversité fonctionnelle, puisque nous, à travers les pratiques d'agriculture régénérative, c'est ce qu'on va chercher à favoriser. Donc, qu'est-ce que sont les services rendus par la biodiversité? On va avoir dans un premier temps la pollinisation. On a 90% des espèces qui sont entomogames, donc c'est-à-dire qu'elles dépendent des insectes pour se reproduire. Ensuite, on va avoir les décomposeurs. Donc, les décomposeurs, ça peut être des macro-organismes comme les très connus vers de terre, qui sont très utiles et très reconnus. Et on va aussi avoir tout ce qui est les micro-organismes, donc les champignons et les bactéries qui vont dégrader la matière organique et rendre les éléments disponibles pour la plante. Donc, maintenir ces décomposeurs, ça va permettre de maintenir une santé du sol et une bonne disponibilité des éléments. Et ensuite, on aura les ennemis naturels, donc qui peuvent être des insectes, des oiseaux ou des chiroptères, donc des chauves-souris. Ce qu'on va chercher à faire pour maintenir ces ennemis naturels, c'est maintenir des chaînes trophiques, donc s'assurer que toute la chaîne d'alimentation soit respectée et maintenue pour favoriser leur présence et favoriser leur fonction de régulation des ravageurs. Donc, comment est-ce que maintenant on va caractériser la biodiversité à l'échelle de l'exploitation agricole? Quelles sont les composantes de la biodiversité à la ferme? Dans un premier temps, on va aller regarder ce qui se passe autour de la ferme pour faire un espèce d'état des lieux du milieu et établir un espèce de potentiel de biodiversité de la parcelle. Donc, on va regarder le paysage. On va voir si on a une continuité écologique entre notre parcelle et entre des milieux sources. Donc les milieux sources, ça peut être des bosquets, des mares, des ripisylves, enfin tout élément naturel. Et le milieu puits, ça va être dans ce cas-là la parcelle. Donc le but, c'est qu'il y ait vraiment une continuité écologique. On pourra parler de trame verte pour permettre aux organismes de se déplacer depuis ces zones sources vers ces zones puits. On va aussi regarder en termes de diversité de systèmes ce qu'on a autour de l'exploitation. Est-ce qu'on est plutôt dans un contexte de monoculture ou est-ce qu'on a des systèmes assez diversifiés avec présence d'arboriculture, de grandes cultures ou de vitis, ou alors si on est dans un système avec 100% grande culture, on n'aura pas le même potentiel de biodiversité sur la parcelle. Et on va aussi regarder la part des zones artificialisées, puisque effectivement l'activité de l'homme a un impact sur la biodiversité. Donc, est-ce qu'on a, par exemple, un aéroport ou des grands axes routiers à côté? On va plutôt regarder dans un axe de 2 km, c'est un peu l'échelle que nous, on prend chez Biosphère, voir ce qu'il y a, parce que ça peut couper les axes de déplacement des organismes. Donc, une fois qu'on a établi ce potentiel et qu'on a fait cet état des lieux, on va aller regarder ce qui se passe vraiment à l'échelle de l'exploitation. Donc, on va aller regarder les pratiques qui sont faites sur l'exploitation et sur la parcelle. Donc, on va aller regarder s'il y a des infrastructures agroécologiques. Donc, ça va être tout ce qui va être haies, bandes fleuries, arbres isolés, mares. Je détaillerai ça un peu plus tard. Et on va regarder l'itinéraire technique, donc les pratiques de fertilisation, les pratiques de travail du sol, et aussi la gestion des ravageurs et des maladies qui est faite sur l'exploitation. Donc, pour aller un peu plus en détail sur les pratiques qui favorisent la biodiversité, on va commencer par, je suis désolée, c'est tout décalé la présentation. On va commencer par les IAE, donc les infrastructures agroécologiques. Faire une petite présentation de qu'est-ce que ça comprend et comment est-ce qu'il faudrait les gérer sur les
sur les exploitations. Donc on va avoir les haies. L'objectif des haies, c'est vraiment de constituer le corridor pour permettre donc aux organismes de se déplacer. On va vraiment chercher à avoir des haies le plus diversifiées possible, avec le plus de strates possible, donc une strate herbacée, une strate plutôt buissonnante, une strate arborée et aussi une strate rampante. Donc ça va être le lierre qui va grimper dans l'arbre. Ça, c'est très favorable à la biodiversité. L'objectif, c'est que la haie soit un refuge pour le maximum d'organismes possibles et la plus grande diversité d'êtres vivants. Ensuite, on va avoir les bancs de fleuris. Donc les bancs de fleuris, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place sur une exploitation. On va plutôt le placer sur des zones non productives. On peut aussi le placer dans les enterrants, dans le cas de culture pérenne. Ça va être une grande ressource alimentaire pour tout ce qui est organismes vivants. Et de la même façon que pour les haies, on va essayer d'avoir une diversité de familles, une famille d'espèces, une famille de plantes, le plus diversifiée possible, puisqu'en fait, on va pas avoir la même morphologie des fleurs, et donc du coup, on va pas attirer les mêmes types d'organismes. Donc voilà, le but c'est d'avoir la plus grande diversité de morphologie et aussi une période de floraison qui s'étale sur la plus grande période possible pour assurer une ressource alimentaire sur une période assez longue au cours de l'année. On va aussi avoir les zones non fauchées. Donc les zones non fauchées, ça va de la même façon que les bandes enherbées et que les haies, ça va être vraiment une zone refuge où certaines espèces vont pouvoir s'abriter, faire une partie de leur cycle de reproduction. Et donc sur la gestion de ces 3 types d'IAE, on va aussi être vigilant à pas faucher ou alors à pas tailler la haie sur les périodes de reproduction. Donc plutôt éviter les périodes, plutôt le faire à l'hiver si c'est possible pour maximiser leur effet sur la biodiversité. Ensuite, on va aussi avoir les mares. Donc il y a 40% des espèces animales et végétales qui dépendent de zones humides pour leur survie. Donc avoir soit une mare, soit une ripisylve, si on a la chance d'avoir un cours d'eau pas très loin de son exploitation, c'est vraiment très bénéfique pour la biodiversité. Et on va avoir aussi tout ce qui est refuge. Donc les refuges, ça peut être les nichoirs, ça peut être les murets en pierre ou alors des tas de branches. Par exemple, quand on quand on entretient la haie, on peut entasser le bois mort à des endroits, et ça va vraiment être des zones refuges pour la biodiversité. Maintenant, on va voir en termes de pratique ce qu'on peut faire. Donc, dans un premier temps, sur les plantes annuelles et vivaces, ce qui est très positif pour la biodiversité, c'est de diversifier au maximum ces rotations, donc avoir une diversité d'assolements et de cultures le plus important possible. Donc là, typiquement, on est dans un système où on a une alternance entre du bleuet et de la mauve, il n'y a pas grand-chose qui se passe entre. Donc on va avoir une ressource en alimentation un peu plus réduite, et aussi on va avoir aussi une sensibilité aux ravageurs plus accrue. Donc pour essayer d'améliorer ça et essayer de favoriser la biodiversité dans ce genre de système, on va pouvoir jouer sur apporter d'autres choses là par exemple entre le bleu et la mauve. On a mis des couverts d'été et des couverts d'hiver, donc ça va permettre déjà une couverture du sol et aussi apporter une ressource alimentaire complémentaire à la biodiversité. Et aussi, on va pouvoir travailler sur l'association des cultures. Donc là, on le voit, on a un bleuet associé à un trèfle. Donc ça va permettre d'augmenter la biodiversité associée. Et donc, en augmentant la biodiversité associée, on va pouvoir jouer sur réduire un peu les traitements phyto. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en plantes annuelles ou vivaces. Quand on est en culture pérenne, c'est un peu plus compliqué de jouer sur sa rotation et sur changer les cultures. Mais on va pouvoir jouer sur l'interrang. Donc là, j'ai un exemple de culture de rosier où du coup l'interrang est travaillé. Et donc ça bloque. Le carabe, il va pas pouvoir passer, aller dans la culture et se promener, ou alors même faire son cycle de reproduction dans l'interrang. Donc ça va pas être très favorable à sa présence. Donc ce qu'on va pouvoir faire dans un premier temps, première étape, premier niveau, on va pouvoir essayer de maintenir un enherbement continu avec un enherbement spontané
en gérant la taille pour bien sûr permettre de travailler, de faire les interventions sur la parcelle. Donc là, c'est toujours une culture de rose que je vous montre. Et donc ça va vraiment favoriser le déplacement de la biodive et aussi être un abri, un abri pour les organismes. Et si on veut aller un peu plus loin, ce qui est faisable aussi, c'est de mettre des bandes fleuries, donc qui fonctionnent un peu comme les bandes fleuries que j'ai présentées précédemment, avec le plus de familles possible, donc ce qui va favoriser la faune épigée, donc la faune rampante, et la faune volante en étant une ressource alimentaire. D'autres pratiques qui peuvent favoriser la biodiversité, on va pouvoir travailler sur la réduction du travail de sol, puisque y a déjà les vers de terre. Les vers de terre, ils sont très impactés par les pratiques de travail. Et par exemple, certains carabes font une partie de leur cycle dans le sol. Donc si on vient travailler le sol, on vient les déranger, voire les tuer. Donc et essayer de limiter au maximum le travail du sol. Ensuite, bien entendu, on a essayé de limiter l'utilisation des pesticides. Les pesticides sont souvent pas très sélectifs et donc oui, on va avoir un impact sur le ravageur, mais on va aussi avoir un impact sur l'auxiliaire. Donc voilà, essayer de raisonner l'utilisation de pesticides. Et on va aussi pouvoir jouer sur la fertilisation en favorisant plutôt une fertilisation organique plutôt que minérale, puisque la fertilisation organique va permettre de donner à manger aux décomposeurs qu'on a vus tout à l'heure, donc les vers de terre ou les micro-organismes. Donc en passant par une fertilisation organique, on va être plus favorable à la biodiversité. Donc ça, c'était les composantes, comment on regarde la biodiversité à l'échelle de l'exploitation, comment on la quantifie maintenant. Donc là, je vais vous présenter comment on mesure de manière indirecte à la parcelle la biodiversité. Donc on va reprendre tout ce que je vous ai présenté avant. Donc les IAE, comment on quantifie mes IAE sur ma parcelle. On va aller voir la diversité. Est-ce que j'ai que des haies ou est-ce que j'ai des haies, des bandes fleuries, une mare. Donc ça, plus on a une grande diversité de types d'IAE, mieux c'est. On va aller voir la densité. Donc c'est la surface couverte par des IAE sur la surface totale de la parcelle ou de l'exploitation. Et on va aussi voir la connectivité. Donc est-ce que j'ai une bonne connexion entre toutes mes infrastructures, de sorte à ce que les organismes puissent facilement se déplacer. Ensuite, on va aussi voir les pratiques. Donc on va chercher à évaluer le travail du sol. Donc nous, chez Biosphère, on travaille avec le STIR, qui est un indice de perturbation du sol. Donc on va essayer d'avoir un indice de perturbation du sol le plus bas possible. C'est un indice qui est calculé en fonction de la vitesse et de la profondeur et du type d'outil qui est utilisé. On va aussi voir la couverture du sol, donc en termes de surface et en termes de période de durée de couverture. On va aussi aller voir l'IFT ou l'IIQ. L'IIQ, c'est ce qui est utilisé hors France. C'est un indice qui est à peu près similaire à l'IFT. Donc l'objectif, c'est d'avoir un IFT ou un IIQ le plus bas possible. On va aussi voir la diversité culturelle. Donc plus j'ai d'espèces différentes sur ma parcelle et sur mon exploitation, mieux je suis en termes de biodiversité, en termes de potentiel d'accueil des biodiversités. Et aussi sur la fertilisation. Donc comme je l'ai dit, est-ce qu'on est en 100% minéral, est-ce qu'on est en minéral plus organique ou en 100% organique, ça n'aura pas le même effet. Donc ça, c'est tout ce qui va être mesure indirecte. Sont des pratiques. Il y a une étude de l'INRA qui est sortie en 2025 qui s'appelle Biodiv Label, qui a vraiment identifié, qui a fait vraiment un gros travail de méta-analyse de beaucoup d'articles, qui a identifié le lien entre ces pratiques et la biodiversité, parce que c'est des mesures indirectes. On peut faire des mesures directes. Nous, on en fait chez Biosphère. C'est un peu plus coûteux et ça prend plus de temps, on va dire. Et c'est vraiment une information à un temps donné, mais c'est possible de le faire aussi. Donc on peut le faire grâce à différentes méthodes de piégeage. Je vous en ai mis quelques-unes là. Donc il y a la tente malaise qui va piéger tout ce qui est faune volante. On va avoir le pot barbeur qui va être plutôt sur la faune rampante, donc les carabes par exemple. Le parapluie japonais qu'on utilise beaucoup en arbo, où on fait du battage sur les troncs, on regarde ensuite ce qu'on a récupéré dans le parapluie, et on va pouvoir aussi travailler avec des capteurs, donc des capteurs vidéo ou des capteurs auditifs qui vont capter
par exemple, le bruit, les chants des oiseaux identifiés grâce à des modèles, c'est telle ou telle espèce. Donc ça va nous permettre d'avoir des indicateurs de diversité et d'abondance des auxiliaires, donc qui sont aussi très intéressants à voir et qui nous donnent une information complémentaire et un peu plus précise de ce qu'on a à un instant T sur la parcelle. Et ça nous permet de voir aussi si on a une population qui est équilibrée. Donc là, typiquement sur mon graphique, on voit pour un contexte agricole, on est assez diversifié et assez équilibré puisqu'on a quand même beaucoup d'espèces. Donc ça va aussi nous donner une question sur est-ce que mon système il est très dégradé ou est-ce que ça va quand même, il y a quand même pas mal de ressources et de diversité. Donc voilà, petite slide pour conclure sur comment mesurer la biodiversité avec les indicateurs, donc les indicateurs de pratique en mesurant les IAE et les itinéraires techniques et des mesures directes avec du piégeage. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Clémentine.